Bonsoir à tous, on va parler des institutions belges avec notre invité aujourd'hui, ces fameuses institutions dont on dit qu'elles sont si compliquées. On va essayer de comprendre pourquoi, on va aussi essayer de se poser la question de l'évolution possible de ces institutions puisqu'on nous annonce une grande réforme en 2024 et puis on va essayer de rendre tout ça digeste et compréhensible. Nous sommes avec Cédric Istas, c'est le rédacteur en chef du courrier hebdomadaire du CRISP. Bonjour Cédric Istas, merci d'être avec nous. Le CRISP, je rappelle, c'est le Centre de recherche et d'information sociopolitique. C'est un centre qui doit intéresser tous ceux qui s'intéressent à la politique. Vincent de Corbiter, Jean Faniel, par exemple, ce sont des gens qui ont travaillé au CRISP. Ça fait 55 ans, si je ne me trompe pas, que l'institution existe. Et vous venez de sortir un dossier spécial. C'est le numéro 2500 de ce courrier hebdomadaire. C'est une édition un peu plus épaisse que d'habitude. La Belgique, un État fédéral singulier. C'est le titre de ce dossier. Allez, c'est une sorte de Wikipédia des institutions belges. Si on a des questions sur le fédéralisme belge, la réponse doit être dedans ? Normalement, oui. Normalement, oui. Alors, je voudrais revenir avec vous sur le contenu, mais aussi sur un certain nombre de déclarations qu'on a entendues à l'occasion de la fête de la communauté flamande sur le confédéralisme, sur les politiques asymétriques. On va y revenir dans quelques minutes. Mais d'abord, le caractère singulier, comme vous le soulignez dans le titre, de notre État fédéral. Ça veut dire que notre Belgique, c'est un modèle politique à part ? Tout État est unique. Et en particulier les États fédéraux. Mais c'est vrai qu'au sein des États fédéraux, il y en a une trentaine à travers le monde, la Belgique présente vraiment des spécificités, des singularités. Une parmi d'autres, mais qui est sans doute la plus importante, car elle explique nombre des autres particularités du fédéralisme belge, c'est que c'est ce qu'on appelle un fédéralisme de dissociation. La plupart des États fédéraux naissent d'une association de pays précédemment indépendants. On pense par exemple aux États-Unis ou à la Suisse. Oui, on décide de se mettre ensemble. Voilà, on décide de se mettre ensemble, selon le principe qu'on connaît pourtant bien en Belgique de l'union fait la force. Mais en Belgique, c'est exactement l'inverse. On avait un État autrefois unitaire, donc avec un seul pouvoir, qui partait de Bruxelles et qui s'appliquait à l'ensemble du pays. On est parti de cet État unitaire pour devenir un État fédéral, c'est-à-dire un État dans lequel il y a non seulement une autorité nationale, mais également des autorités régionales, ou en Belgique également communautaires, qui gèrent une partie de la législation et de la vie de la population. Voilà, donc c'est une sorte d'histoire centrifuge qui est celle de nos institutions, en tout cas au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors on a parlé d'autres États fédéraux, vous parlez des États-Unis, on peut parler de l'Allemagne aussi avec les Länder. On est très très différents. Certains disent par exemple le seul modèle qui est un petit peu comparable avec l'État fédéral belge, ce serait la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que c'est la meilleure comparaison qu'on peut avoir ou pas ? Non, sûrement pas. Déjà parce que la Bosnie-Herzégovine n'a pas les mêmes standards d'État de droit ou d'État démocratique. Mais surtout ce qui fait la singularité de la Belgique, et c'est pour ça que ce n'est comparable là à aucun autre, c'est que la Belgique a plusieurs types d'entités fédérées. Donc ailleurs, vous avez uniquement des cantons en Suisse, uniquement des Länder aux États-Unis, uniquement des Länder en Allemagne, uniquement des États aux États-Unis. Par contre, en Belgique, vous avez à la fois des régions et des communautés. Et en parlant de la région de Bruxelles-Capitale, il faut y ajouter même un troisième type, qui sont les commissions communautaires, en particulier la COCOF et la COCOM. Oui, ça veut dire qu'on a plusieurs couches dans notre lasagne et que ces couches se superposent et se croisent. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur deux notions dynamiques dans notre histoire politique. Une notion bipolaire et une notion multipolaire. Expliquez-nous les deux concepts. Le bipolaire. Alors, le principe, c'est que la Belgique est un État multipolaire, dans le sens où vous avez 3 régions, 3 communautés. Par contre, la façon dont les Belges se vivent, dont la politique se vit en Belgique, c'est d'une façon bipolaire. Donc, vous le savez bien que lorsque l'on parle des débats communautaires... c'est les francophones et les flamands. Voilà, exactement. Ça fait deux pôles. On parle de 2 pôles, un francophone et un néerlandophone, ou un flamand. On ne parle pas de 2 communautés contre une région, ou une région contre 3 communautés. Donc, on a bien un État multipolaire, comme tous les autres États fédéraux à travers le monde, mais qui se vit de manière bipolaire. Quand on voit la vie politique, on la lit surtout par le prisme de l'opposition entre francophones et néerlandophones, ce qui efface notamment les bruxellois et les germanophones. Alors, il y a peut-être une notion qui est importante à explorer dans ce discours sur justement les francophones contre les néerlandophones, c'est la perception qu'on a. Et notamment, donc, cette lasagne avec les régions, c'est une notion de territoire. Et les communautés, ça c'était une notion de langue qu'on parle. Et il y a une grande incompréhension. Quand les Flamands parlent de la Belgique et des différences, eux ils pensent surtout communauté.
alors que les francophones ont plutôt tendance à penser surtout territoire et surtout région. C'est ça qui fait que c'est compliqué? En tout cas, historiquement, c'est ça qui explique que l'on a à la fois des régions et des communautés. Les Flamands voulaient protéger leur langue et leur culture, tandis que les Wallons voulaient protéger leur région du point de vue socio-économique. Ils estimaient que l'État fédéral n'investissait pas, notamment, assez en Wallonie. Alors, aujourd'hui, est-ce que la communauté et la région flamande, ce sont vraiment deux entités différentes? On a le sentiment qu'elles sont devenues une et une seule. Alors, juridiquement, ce sont toujours deux entités bien différentes. Vous le voyez d'ailleurs par le fait que, parfois, là, aussi étonnant que ça puisse paraître, la communauté flamande passe des accords avec la région flamande. Parce que le principe, c'est que depuis 1980, les deux entités ont, entre guillemets, fusionné. C'est-à-dire que l'ensemble des compétences régionales, donc de la région, sont exercées par la communauté. Donc, dans l'esprit des néerlandophones, il y a une seule région-communauté. Ouais. Ça veut dire que si on va vers une décentralisation plus poussée, c'est ce que se demandent les régionalistes flamands, c'est quoi? Ce sont plutôt les régions, plutôt les communautés qui vont récupérer de nouvelles compétences. Et ça a beaucoup d'importance pour Bruxelles. On va prendre un exemple, la santé. Si ce sont les régions qui récupèrent la compétence santé, il n'y a pas de problème, il y aura une santé bruxelloise. Si ce sont les communautés, c'est-à-dire qu'il y aura des Bruxellois qui vont relever d'une politique de santé flamande et d'autres d'une politique de santé francophone? Oui, exactement. Alors la tendance, elle semble plutôt aller vers un renforcement des régions. Alors dans le cas de la région de Bruxelles-Capitale, via une institution parallèle qui s'appelle la COCOF, on l'a vu. Ouais, c'est compliqué pour tout le monde. C'est extrêmement difficile. Mais tout ça pour dire qu'en 2014, lorsqu'on a défédéralisé les allocations familiales, on a décidé qu'à Bruxelles, on n'aurait pas un système francophone et un système néerlandophone, mais bien un système bruxellois, géré en l'occurrence par la COCOM. Question piège, mais pas pour vous. Il y a combien d'entités fédérées en Belgique? Ça dépend ce que vous considérez. Au maximum, on peut en considérer 8, les 3 régions, les 3 communautés, et à Bruxelles, les 2 principales commissions communautaires, la COCOM et la COCOF. Donc à Bruxelles, 2 commissions communautaires. C'est-à-dire que la VGC, la Waasgemeenschap Commissie, c'est pas une entité fédérée? Non, c'est juste une administration décentralisée de la communauté flamande. Mais le plus important, c'est de remarquer qu'en région bruxelloise, vous avez 5 entités fédérées qui interviennent, en plus de l'État fédéral, évidemment. Ouais. Vous avez la région de Bruxelles-Capitale, les 2 grandes communautés, flamandes et françaises, et les 2 principales commissions communautaires. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu d'actualité, si vous voulez bien. Cédric Istas, actualité, discours, interview lors des cérémonies du 11 juillet, donc la fête de la Fédération flamande. Bart De Wever, qui dit que si d'aventure la NVA et le Vlaams Belang avaient ensemble une majorité, ce serait un bon point de départ vers un modèle confédéral. C'est quoi un modèle confédéral et c'est quoi la différence avec aujourd'hui? Alors là, c'est bien la question. Qu'est-ce que la NVA entend par confédéralisme? Alors ce qui est sûr, c'est qu'elle n'entend pas la définition juridique. La définition juridique, ce sont des États indépendants qui décident de se mettre ensemble. On a des exemples dans l'histoire. Ici, évidemment, on n'aurait pas ça. On aurait plutôt un État fédéral qui deviendrait à ce point fédéral que le nombre de compétences encore gérées en commun serait extrêmement réduit et cela ressemblerait à une confédération. Aujourd'hui, il reste quand même la sécurité sociale, la police, la justice, sont quand même des piliers de l'État. On est bien d'accord, les fonctions régaliennes, comme on dit. Parfois, la NVA fait la comparaison avec la Suisse en disant que le modèle suisse pourrait s'appliquer à la Belgique. C'est une bonne comparaison ou c'est tiré par les cheveux? La NVA a l'art de faire son marché. Elle pousse à un État fédéral de plus en plus poussé. Il y a des ressemblances. Il y a 2 grandes communautés, alémanique et romane, enfin francophones, des petites communautés notamment qui parlent italien ou romanche. En revanche, il n'y a pas 3 régions, il y a 26 cantons, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Et donc, il n'y a pas la même dynamique d'opposition entre 2 grands blocs linguistiques. Pour retrouver la même situation, il faut plutôt aller du côté du Canada, où on a un bloc francophone et un bloc anglophone. Les politiques asymétriques, ça c'est Lisbeth Homans, la présidente du Parlement flamand qui a vanté ça dans son discours le 11 juillet. Ce serait quoi? Alors, ça irait contre l'idée d'un État qui applique ses compétences sur l'ensemble du territoire. Donc normalement, la loi belge, elle s'applique en tout point du territoire belge de la même façon et pour tous les citoyens. L'idée de ce nouveau type de compétences, ce serait de pouvoir avoir des différences dans l'application des lois selon les régions. Donc une espèce de fédéralisme qui en fait ne dit pas son nom. Donc application à la carte qu'on transférerait aux régions. On peut faire ça sans une réforme de l'État? Ça, c'est un débat entre juristes, mais à partir du moment où l'on procède sans révision de la Constitution et sans loi spéciale, oui, ça peut tout à fait se faire. Vous êtes politologue, vous êtes un spécialiste de ces questions-là. Est-ce qu'un jour, il ne faudrait pas
qu'on simplifie tout ça pour que le citoyen belge s'y retrouve. Cédric Istas. Ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux mandataires politiques et c'est d'une manière générale à la population. Ce que l'on montre, notamment dans ce courrier hebdomadaire numéro 2500, c'est que la situation, elle est complexe, mais elle ne vient pas de nulle part. Elle n'a pas été inventée pour compliquer la situation, pour embêter les citoyens. Elle est le reflet d'une histoire tout à fait singulière, avec des demandes flamandes qui ne correspondaient pas aux demandes francophones. Et on a fait ce mixte région-communauté. Et donc, effectivement, on arrive aujourd'hui à une situation parfois kafkaïenne, en particulier en région bruxelloise. Voilà. Et si on veut essayer de comprendre un petit peu plus ou un petit peu mieux, on peut donc trouver ce courrier hebdomadaire du CRIS, en tout cas le numéro exceptionnel, numéro 2500. Merci beaucoup Cédric Istas d'avoir été notre invité. Demain, vous allez rester en place encore 30 secondes, sinon vous passez devant la caméra et c'est pas beau. Demain, c'est David Wetzman du mouvement réformateur qui sera notre invité. On va évidemment reparler du beurre et des taxis avec lui. Merci d'avoir été là et à demain.